Jusqu'à présent, on avait une crise budgétaire, une crise de déséquilibre profond, gravissime des dépenses de l'État, avec renflouement, donc une crise financière, monétaire de la Grèce. Enfin, monétaire parce que la Grèce est dans l'euro et que l'euro est du coup malmené. Mais là, nous avons en plus, depuis dimanche 6 mai 2012, nous avons une crise politique. Et cela commence à ressembler un petit peu à la crise argentine de 2001, qui cumulait de façon totalement chaotique et explosive une crise politique et une crise économique. Il y a un laxisme qui a duré des décennies durant de la part des gouvernements successifs grecs, essentiellement d'ailleurs de gauche, le PASOK, qui est depuis très longtemps aux affaires, et qui a dépensé sans compter. Mais on ne peut pas jeter la pierre à la Grèce, puisque ça a été la politique de tous les Européens. Nous avons un endettement public qui est croissant depuis plus de 30 ans, un déséquilibre budgétaire constant, encore une fois, depuis plus de 3 décennies. Donc, à la fois, le gouvernement a joué un rôle néfaste en pensant que on pouvait acheter du bien-être social à partir du crédit, vivre à crédit, mais c'est s'endetter. Et ça ne serait rien si les dettes étaient à taux fixe, mais les taux des créances bougent en fonction du marché. Et à un moment donné, cette créance peut devenir explosive. Et puis, les intérêts s'accumulant au fil des ans, il y a ce qu'on appelle le service de la dette qui est devenu proprement écrasant. À un moment donné, on arrive à un point de rupture. Vous savez, c'est comme l'avion qui tombe. Il est d'abord à 30 000 pieds, il ne se passe rien. Alors il glisse sur les airs, 20 000 pieds, toujours rien, 15 000 pieds, toujours rien. Et puis à un moment donné, il arrive à la vitesse de décrochage, et alors là, l'atterrissage est rude. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour la Grèce, mais il y a aussi des acteurs extra-gouvernementaux qui sont intervenus. Ce sont ceux qui ont aidé, conseillé, appuyé le gouvernement grec pour qu'il s'endette ab libitum, c'est-à-dire sans limite. Le nom est connu, c'est essentiellement cet très grand établissement financier de Manhattan, qui est Goldman Sachs, ceux qui ont eu la peau de Lehman Brothers. Donc à l'origine, tout cela à l'origine de la crise du 14 septembre 2008. Ces gens ont trouvé les moyens, les astuces, les trucs pour falsifier les comptes publics grecs, pour reporter une dette sur l'autre. Ce sont des manipulations comptables de haut vol, fort intelligentes, et vu de l'extérieur, on n'y voit que du feu. Donc les comptes grecs ont été avalisés par Bruxelles, mais ils étaient pipés dès l'origine. Plus grave, c'est que Goldman Sachs a joué à la baisse, c'est-à-dire a joué simultanément sur la faillite de la Grèce. Donc ils ont joué sur les deux tableaux. C'est une pratique courante que vous trouvez d'ailleurs exposée mal dans le film Wall Street numéro 2 avec cet acteur célèbre, Michael Douglas Jr. Et mal, mais on joue de part et d'autre, on joue avec son client et contre son client simultanément. Ce sont des pratiques peu loyales, pour ne pas dire déloyales, mais qui permettent aux places financières, que ce soit celle de la Cité de Londres, celle de Manhattan ou de Francfort, d'enrichir considérablement les grands manieurs d'argent et les maîtres des marchés. Alors on nous a déjà joué le coup une fois du référendum qui n'a pas eu lieu. Pendant 48 heures, on a dit on va consulter le peuple grec sur le plan d'austérité. Puis on a dit c'est pas possible, la démocratie moderne ne permet plus la consultation du peuple parce que le peuple ne sait pas de quoi il retourne, les dossiers sont trop complexes pour lui. Ce pourquoi d'ailleurs s'est instauré à divers étages cette démocratie représentative. Donc exit le référendum, souvenez-vous.
lorsque les Français ont rejeté par voie référendaire le projet de traité constitutionnel en 2005, tout comme les Hollandais, les gens du Pays-Bas. Les référendums qui étaient prévus en Pologne, qui étaient prévus en Royaume-Uni, ont été immédiatement annulés. Et l'Irlande, qui avait eu également le malheur de voter non, a été appelée à revoter. Quant à la France, il n'était pas question de consulter le peuple français par suffrage, par le truchement du suffrage universel. Donc qu'a-t-on fait? On a réinventé un projet simplifié qui s'appelle le projet de Lisbonne, que l'on a fait voter puis ratifier par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux chambres, Parlement, Chambre haute, Chambre basse, Sénat et Palais Bourbon, réunis donc à Versailles et qui ont donc ratifié ce traité de Lisbonne. On a chanté, on a court-circuité le peuple français, mais telle est la démocratie moderne. Alors pour la Grèce, c'est une solution. Les Grecs ayant mal voté, eh bien, on va leur demander de revoter. Voilà, c'est une solution, mais qui va temporiser, parce que le problème de fond reste le même. Je vous signale à tout hasard que lundi prochain, la Grèce devait se voir allouer une aide de la part des instances européennes et du FMI, je crois du FMI, de plus de 5 milliards d'euros. Cette aide va-t-elle être débloquée ou non? Toute la question est là. Mais la situation, vous avez raison, la situation est non seulement instable, mais on peut dire qu'elle est quasiment explosive. Alors, que peut faire la Grèce? La Grèce peut faire deux choses. Elle peut sortir de l'euro, et à ce moment-là, elle va revenir à sa monnaie nationale, le drachme, mais opérera une dévaluation massive. Cette dévaluation massive du drachme va créer de l'inflation, mais en contrepartie, va éponger la majeure partie de la dette sera épongée d'un seul coup. Mais il faut éviter cette hyperinflation qu'on a connue. Vous savez, l'Allemagne en est restée traumatisée pour un siècle et plus. Enfin, c'était, vous me direz, la République de Weimar, c'était en 1924, lorsqu'il fallait acheter, pour acheter une boîte d'allumettes ou un bout de fromage, une valise entière de Deutschmark qui n'avait plus de valeur. Il fallait des milliards de Deutschmark. Donc l'Europe, dans sa sagesse, si l'Europe et les eurocrates ne manquent pas d'intelligence, même si c'est une intelligence que j'oserais qualifier de dévoyée dans certains cas, peuvent consacrer l'argent, les fonds qui étaient d'aide à la Grèce, à aider la Grèce à négocier, comme on dit, négocier un virage, à négocier cette sortie de l'euro, et cet argent peut servir à la relance de l'économie grecque, ce qui serait parfaitement utile, mais une sortie de l'euro doit être faite de façon très technique, très réfléchie, très posée. Ça ne va pas de soi. Sinon, on va entrer dans une crise grave, un peu une crise à l'Argentine, avec éventuellement des désordres sociaux, des désordres sociaux importants qui pourraient s'étendre à d'autres pays de l'Europe. Après tout, l'Espagne, l'Italie sont aujourd'hui sur la sellette, et la France également. On voit le résultat du Front de gauche qui montre qu'il y a un mécontentement populaire réel. Alors on a parlé d'insurrection citoyenne, mais cette insurrection citoyenne peut aussi se déployer, se développer sur le pavé. Qui sait? Nul n'est à l'abri d'un automne chaud. Alors donc la Grèce peut sortir de l'euro. Cette sortie peut être provisoire ou définitive. Je pense qu'elle pourrait être provisoire dans la mesure où, encore une fois, les eurocrates veulent maintenir la fiction de cet euro, de cette monnaie unique, qui n'est pas une monnaie commune. La monnaie commune que certains candidats ont préconisée lors des élections présidentielles, cette monnaie commune, c'est ce que, du temps de M. Giscard d'Estaing, on avait appelé l'écu. Ce qui est aussi une possibilité, avoir une double monnaie, une monnaie commune et une monnaie nationale. Mais je pense que les européistes ne veulent pas en entendre parler. Et puis maintenant, il peut y avoir tout bonnement une sortie de l'euro fracassante avec un éclatement de la zone euro et un divorce, et c'est peut-être là où vous voulez que nous en venions, un divorce prononcé, officialisé entre la France et l'Allemagne. Alors,
Alors, ces relations, oui, qui sont internationales, puisque les nations existent encore. Nous ne sommes pas entrés dans les eaux profondes du fédéralisme. Monsieur Hollande a annoncé, et d'ailleurs, en cela, c'était un appel du pied fait au front de gauche, avait appelé Madame Merkel, ou avait annoncé, mais de façon très nette, à une renégociation du pacte budgétaire promu par l'Allemagne de la chancelière Merkel. Ce qui est intéressant, c'est que M. Hollande ne refuse pas le pacte budgétaire, qui est un pacte qui s'axe autour d'une règle d'or et de politique dure d'austérité, mais il voulait assortir, et d'ailleurs c'est tout à fait judicieux, ce pacte budgétaire d'un volet sur l'emploi et la croissance. Madame Merkel s'est montrée très réticente aux propositions de M. Hollande, encore qu'elle ne les ait pas repoussées fondamentalement. Même M. Guido Westerwelle, son ministre des Affaires étrangères, a dit que sans renégocier le pacte budgétaire, pour parler sur l'introduction d'une certaine dose, non pas de proportionnelle, mais d'emploi et de croissance, était tout à fait envisageable. Toujours est-il que pour pouvoir peser dans les négociations, M. Hollande avait besoin de ne pas être seul. Or, l'Irlande vient de ratifier le pacte budgétaire et ses meilleurs alliés, en l'occurrence, auraient pu être la nouvelle majorité grecque, mais comme vous l'avez souligné, si de nouvelles élections ont lieu, on ne sait pas ce qu'il en sortira. Et aujourd'hui, si la Grèce sort de l'Europe, M. Hollande va se retrouver seul et dans une posture difficile, parce que les finances de la France sont difficiles. Et je crois d'ailleurs que dès hier, les signes avant-coureurs d'une tempête sur les marchés se faisaient sentir. La bourse de New York, mais également celle de Francfort, et d'autres places financières avaient commencé à amorcer une chute qui n'est pas encore vertigineuse, mais qui montrait la nervosité de ces marchés qui, il faut bien le reconnaître, font la pluie et le beau temps, et c'est eux qui, en dernier ressort, décident du sort des peuples, beaucoup plus que les politiques qui sont élus ou non élus. Nous ne parlons pas encore d'attaque, mais si les valeurs baissent et si surtout les taux des emprunts à 10 ans qui, au lendemain de l'élection de M. Hollande, n'avaient pas bougé, étaient même plutôt, la tendance était plutôt à la baisse. Si tout d'un coup ces taux à 10 ans bondissent, ça veut dire que l'endettement de la France sera bientôt insupportable et que l'on verra peut-être, comme une rumeur insistante le dit depuis plusieurs mois, on verra peut-être une nouvelle dégradation de la note de la France, c'est-à-dire un surenchérissement de son service de la dette. Donc là, vous voyez, nous sommes entrés dans une spirale vicieuse qui est extrêmement dangereuse et qui peut conduire la France à bientôt connaître les mêmes affres que l'Espagne, que le Portugal, voire que la Grèce. Vous pouvez le constater tout comme moi, que plus les marchés sont libres, moins les peuples le sont. Parce que pour leur faire accepter les mouvements erratiques de capitaux qui, comme des vols de criquets pèlerins, sont un jour ici, le lendemain matin sont là, et ravagent toujours les prés dès lors qu'ils sont verts, les peuples, à un moment donné, quelqu'un doit en payer le prix, parce que ce sont les populations qui produisent l'argent réel, celui du travail, celui de la production. Vous savez comme moi que les flux financiers de l'économie réelle sur les marchés mondiaux sont à peu près de 40 000 milliards de dollars annuels. Or, les flux financiers totaux sont à plus de 700 000 milliards de dollars annuels. C'est-à-dire que l'économie virtuelle représente à peu près 20 fois l'économie réelle. À un moment donné, cette prodigieuse bulle ne peut que s'effondrer sur elle-même. Alors on a vu des éclatements de bulles toutes ces 2 dernières décennies, mais plus les éclatements désormais se rapprochent de plus en plus, le rythme s'accélère.
le système tel que nous le connaissons aujourd'hui, depuis donc, les années 70, qu'on a appelé les Reaganomics, du temps de Mme Thatcher ou du président Ronald Reagan aux États-Unis. Donc cette déréglementation successive des marchés financiers, des acteurs financiers, nous a conduit, est-ce que cela nous a conduit dans une impasse? Est-ce que le système peut se renouveler? Apparemment pas. Apparemment pas. Ce qui ne veut pas dire que le capitalisme est mort. C'est une forme du capitalisme qui risque de mourir et qui doit renaître sous une autre forme. Le capitalisme, il existe depuis la nuit des temps, depuis que des chasseurs néolithiques ou de l'âge du bronze traversaient toute l'Europe depuis le Caucase pour véhiculer des lingots de métaux qu'ils échangeaient ici ou là. Donc peut-être faut-il repenser le monde. Sans doute ne se passera-t-on jamais totalement ni des bourses ni des marchés, encore que certains esprits affûtés aient pu dire mais fermons les bourses, ou n'ouvrons les bourses qu'une fois par semaine, ou une fois par mois. Après tout, a-t-on besoin des bourses en permanence pour trouver des financements, des capitaux? La question se pose, on peut la poser. Et donc il faut sans doute repenser les formes actuelles qui sont des formes à l'évidence délétères. Elles ont conduit, et je m'arrête ici, à un productivisme effréné, à une exploitation sans limite des ressources naturelles, à des déplacements de capitaux et de populations, à la paupérisation de certains secteurs géographiques de la planète. Nous ne pouvons pas aller très très loin comme cela. Donc c'est vrai, cette bulle-là, cette bulle de l'ultralibéralisme risque, elle, autour d'exploser. C'est peut-être ce qu'elle est en train de faire depuis 2008, mais je pense que l'histoire n'accouche jamais. C'était Georges Sorel qui disait cela, ou à la fin du XIXe siècle, l'histoire n'accouche jamais que dans la douleur. Vous savez, la démocratie est une chose étrange où l'on ne dit pas la vérité. Malheureusement, on ne bâtit pas une société durable, une société solide et même une civilisation sur le sable du mensonge. Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous avons fait depuis, à mon avis, fort longtemps.